Alors, bonsoir, docteur Salmarouette. Bonsoir. J'espère que je prononce très bien votre nom et que Oui. je ne l'écorche pas. Non, non, vous le prononcez bien. Ah, d'accord. Donc, vous êtes enseignante, chercheur ou chercheuse. Bon, de plus en plus, il y a toute une littérature Mhm. liée au genre. J'espère que vous me pardonnerez si je coche souvent les qualificatifs ou tout au moins les nuances qui vont avec. Et donc, nous vous recevons aujourd'hui dans le cadre des conférences mensuelles du laboratoire Recherche Vocal Lab sur le thème, sur un thème intitulé Femmes qui chantent, femmes chantées dans l'art marocain de l'Aïta. Une fois de Ah. plus, je m'excuse si je prononce mal. J'aurai l'opportunité de vous écouter, de vous réécouter afin de mieux le prononcer d'ici la fin de cette conférence. Et donc, vous êtes professeur chercheur, comme je le disais tantôt, à l'École marocaine des sciences de l'ingénierie. Et vous aurez l'occasion de vous présenter davantage pour ceux qui nous suivent ou ceux qui nous suivront sur la page de Vocal Research Lab YouTube. Et vous allez nous parler d'un sujet très intéressant. Le laboratoire Vocal Research Lab, comme son nom l'indique, insiste sur les thématiques liées à la voix, dans toute sa diversité. Et donc, aujourd'hui, vous nous présentez l'Aïta, qui est un appel, l'invocation, un cri ou encore une prière, transjubilation, etc. C'est dit que les qualificatifs sont nombreux. Le mot en darija marocain est tellement puissant qu'il peut désigner à la fois la chose et son contraire. Ah, ça c'est original, dans une parfaite symbiose. Dès l'ère coloniale jusqu'à aujourd'hui, cet art ancestral chanté par la plupart des femmes fut un moyen de résistance face à l'injustice meurtrière, un cri de refus porteur d'une véritable revendication identitaire. Des voix esquises, tantôt aiguës, rebelles, tantôt graves et languissantes, chantent la rage, l'amour, le corps, la politique, Dieu, la patrie, célébrant la vie humaine dans toute sa diversité. C'est un acte qui a su temps et créer sa propre expansion dans le temps grâce aux femmes, non seulement aux femmes, même si nous allons insister sur les femmes aujourd'hui, mais également aux hommes qui le portent. Ainsi, de génération en génération, ça a suivi ces fêtes uniquement à travers l'oralité. Ces messages dont la plupart sombrent dans l'anonymat, n'étant pas connus au grand public. Se sont servis de la poésie, de leur histoire, de leur corps, du rythme, de leur terre pour faire entendre leur voix et marquer glorieusement l'imaginaire collectif, intervenant ainsi à leur manière une sorte de mémoire tatouée qui fait partie aujourd'hui des fondements incontournables du patrimoine culturel marocain. Alors, vous nous proposez de revenir sur quelques figures féministes emblématiques ainsi que sur leur représentation de la femme dans les chansons. Féminine? Quelques figures Féministe? Oui. féminines. Mhm. Ok, d'accord. La nuance, elle est importante parce que je Voilà. n'aimerais pas vous amener dans un terrain qui n'est pas le vôtre. Et dans féminine, je m'excuse, emblématique, ainsi que sur les représentations de la femme dans la chanson de Laïta, afin de mettre en évidence le rôle de l'oralité dans l'histoire de cet art et sa préservation. Peut-être j'ajouterai sa vulgarisation. Docteur Salma, je ne suis pas le conférencier, c'est bien vous, donc je vous remets la parole, non seulement pour peut-être davantage vous présenter, mais ensuite nous présenter cette richesse culturelle dont j'ai hâte de découvrir davantage, tout comme nos téléspectateurs. Je vous donne la parole. Très bien, très bien. Merci beaucoup, docteur Narcisse. Peut-être je commence par me présenter. Je suis Salma Rouillette, je suis enseignante-chercheuse à l'École marocaine des sciences de l'ingénieur. Mon parcours, comme nous étions en train de discuter tout à l'heure, est aussi un peu atypique. Bon, j'ai fait des études sur la littérature francophone marocaine, notamment sur le thème de l'érotisme, qui était aussi un thème assez peu exploité quand je voulais travailler dessus. Et après, je pense que j'ai eu la chance et le choix aussi de commencer à travailler sur des sujets qui me parlent plus intimement, qui résonnent d'une certaine manière avec un héritage personnel, familial aussi. Et c'est ce qui a donné
naissance à cette envie très profonde et très présente de parler de l'Aïta, de parler des figures de la Sheikha, des Sheikhettes. Euh, Aujourd'hui, un grand retour à l'art populaire, à différentes formes de cet art, à l'Aïta aussi. Et je pense si on aura le temps, on va parler de ce qu'il en est aujourd'hui. Euh, voilà, actuellement, je fais des recherches en collaboration avec l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, pour un post-doctorat sur le même thème, sur la représentation cette fois-ci de l'Aïta en diaspora. Ce que cet art devient, qu'est-ce qui se raconte, qu'est-ce qui se préserve, qu'est-ce qui se tait. Voilà, quand cet art est déplacé de son contexte, on va dire natal ou d'origine. Voilà, je pense qu'on aura 20 minutes. On va essayer de faire le tour. Ça serait peut-être pas possible. En tout cas, je vais essayer de vous parler des points que je juge essentiels euh, pour un public qui n'est forcément pas, qui n'a pas une idée de ce que c'est que cet art qui vient de la campagne du Maroc. Et voilà, je vais m'arrêter sur les origines du mot et des définitions. Vous avez tout à l'heure cité une partie de mon article euh, présente l'Aïta comme cri, comme appel, comme prière plutôt, comme invocation. En fait, le mot en arabe dialectal marocain, il est assez fort et la traduction parfois, l'essence est perdue. Un seul mot qui est Aïta, qui est appelé, qui est invoqué. Je pense que il doit être traduit en plusieurs mots qui chacun a une résonance ou un sens particulier pour finalement avoir un sens plus global à ce que c'est. Je vais essayer de parler, comme j'ai dit, des origines et définitions. Euh, je vais passer à quelques figures emblématiques de ce chant tant sur le plan historique que sur le plan de la parole, de la voix, du chant de ces femmes. Il y a certaines parties que je ne pourrais pas, comme j'ai dit, ce serait pas possible de parler de tout, voilà, mais peut-être on aura l'occasion durant les échanges d'évoquer certaines questions. Euh, je vais aussi parler de la femme aimée et ici, il est question des poèmes qui ont été écrits sur la femme, sur la beauté. Et ensuite, la partie transmission, peut-être, on pourrait s'arrêter sur cette partie. Et voilà, l'Aïta aujourd'hui, sachant que cette partie, comme j'ai dit, c'est le début d'un travail postdoctoral, voilà, on va peut-être devoir échanger sur ça durant des rencontres futures. Très bien, avant de commencer, je voulais vous faire écouter un passage. Je dois en même temps pouvoir partager mon son. Mhm. Voilà, plus, voilà. On va voir ce que ça donne. Vous me dites si vous arrivez à... ça, c'est pour
C'est une partie d'un film documentaire qui... C'est YouTube, s'il vous plaît, et c'est un lien à YouTube. Peut-être vous me l'envoyez, voici, je peux le partager. euh, vous arrivez à voir mon écran? Vous pouvez... ouais, Oui. est-ce que quand je commence? Ah oui, on a le son maintenant, ça va, on écoute, vous Parfait. pouvez aller. Parfait, très bien. Voilà, donc je disais que c'est un film documentaire qui a été fait en 1988 par Isa Genini, qui est une réalisatrice marocaine qui a fait un énorme travail sur l'héritage et le patrimoine marocain. Et je vous donne juste une partie de ce film pour vous donner une idée sur cette figure dont on va parler, qui est la Cheikha. Et la musique aussi. شاليني يا خيتي وغادي نحدك تحرجي يا وحيدة يا ليلي 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 سوي لك يا خيتي الوصيف ونحكي لك يا خيي احكي سبيك تعملي وليك يا خيي وحيدة دميتي واكتبي لقي والعياقي ويلي يا ليل Voilà, donc de par sa nature, la Sheikha soulève de nombreuses questions. Cette figure mystérieuse et foncièrement transgressive qui à la fois appartient et se soustrait à l'ordre social, emblème des festivités et partie essentielle de la société marocaine. Que s'étend sur la Sheikha? Comment en parler sans tomber dans la catégorisation ou le jugement moralisant? L'étude terminologique du terme sheikha et la définition qui en découle sont en contradiction avec son usage réel. La chercheuse sur la question de l'Aïta et du Shabi, Fanny Soum Pouyalé, écrit concernant la définition du mot sheikha qu'il ne s'agit pas ici d'une étude étymologique, mais une véritable recherche de sens. Donc, décrire la Sheikha impliquerait donc de rendre compte de l'évolution des normes de représentation, y compris les transformations qui déterminent les mutations constantes de toute la société marocaine. À l'énoncé du mot Sheikha, il vient à l'esprit les chants traditionnels, des images de fêtes, de danse, de joie et de réjouissance. Cependant, ces images peuvent prendre une toute autre connotation selon l'intonation qu'on y accorde, du mépris ou de l'injure, un regard qui reflète une condition féminine difficile et souvent montrée du doigt. Telle est l'ambiguïté de la Sheikha. Le rôle et la perception singulière de cette femme révèlent implicitement les paradoxes et les incohérences de la société marocaine. Avant de faire l'objet d'une étude et les disséquer à travers le regard scrutant de ceux qui l'admirent et la condamnent en même temps au sein de la société. Si l'on s'arrête sur la définition et l'origine du mot, l'on trouvera en effet que c'est un titre solennel et honorifique qui désigne la chef, l'ancienne, le mentor. Il s'agit d'une marque de déférence, de savoir et d'autorité qui suscite le plus haut degré de respect et de vénération. Si l'on reste dans le domaine de la musique traditionnelle, le titre est donné à celle qui mène la troupe par le rythme et par le chant. Par extension, le titre est également donné à celle qui accompagne la sheikha principale en chant ou en danse. Euh, la réputation parfois sulfureuse qui reste attachée au rôle de la sheikha ne rend pas service à la perpétuation de cette musique. Je pense que l'image péjorative que l'on accorde aujourd'hui à la sheikha trouve en partie son origine dans ce portrait réducteur qui a été dressé par Alexis Chotin dans les années
dans les années 40, je pense, si je me trompe pas. Et c'est c'est un ouvrage qui a parlé de toutes les musiques durant l'ère coloniale. Euh, D'autres considérations telles que le code éthique ou religieux de certaines catégories de la société où la conduite et le mode de vie de certaines cheikhates semblent renforcer cette image, car la femme cheikha ne mène pas une vie conventionnelle. Elle incarne le contre-exemple, la femme affranchie des codes de bonne conduite qui régissent la société marocaine. Aujourd'hui, au Maroc, le terme de cheikha désigne indistinctement les chanteuses, danseuses de l'Aïta. Il n'y a pas de connotation hiérarchique, bien qu'il ait été auparavant le titre qui distinguait la Ma'elma, c'est-à-dire la chef de troupe. Euh, la Sheikha est liée au monde de la musique et des cérémonies. Elle est aussi détentrice d'un savoir, essentiellement d'un savoir musical. Néanmoins, aujourd'hui, elle n'indique pas toujours une distinction honorifique. L'image de la Sheikha, telle qu'elle a été conçue autrefois, s'est éclipsée au profil d'autres représentations et connotations, souvent dépréciatives. Alors que le terme cheikh a conservé un certain prestige dans le domaine de la musique et de la musique traditionnelle, ce qui laisse poser des questions sur d'éventuelles implications de genre. Euh, je reviens à... Voilà. Euh, Ça, c'est peut-être pour plus tard. Voilà. Alors, les paroles sont écrites en arabe ici, mais je vais les traduire euh, au fur et à mesure. Euh, Dans la mosaïque des récits liés à l'histoire des Sheikhats, le nom de Kharboucha revient constamment comme référence fondamentale. Kharboucha, la chanson, est connue dans toutes les régions où l'on trouve l'Aïta par des Sheikhats, quel que soit leur âge, leur connaissance de l'histoire, de leur art ou leur parcours professionnel. C'est également un pilier de l'Aïta de la région de Safi et région qui est appelée l'Aïta Hasbaouia. En effet, on considère que la chanson, qui est Kharboucha, dont je vais expliquer le titre et le nom, est Layot, c'est-à-dire la mère de toutes les Aïtas. La connaissance d'au moins une partie de cette chanson est la base indispensable du répertoire du groupe de l'Aïta. Je dois mentionner que c'est une légende qui fait partie des contes et histoires populaires de la tradition orale marocaine. Autrefois, était une chira nommée Hadda al-Riyatia et surnommée Kharboucha en raison des traces de variole qu'elle avait sur le visage. L'appellation Kharboucha, elle vient du mot cicatrice, trace en darija marocain. Certaines interprétations éliminent l'origine physique de cette appellation et postulent que le nom signifie une femme qui cherche à créer des conflits ou des tensions. Alors qu'à présent, nous ne disposons pas de photos réelles de cette femme, Kharboucha. La deuxième hypothèse semble plus proche de son caractère rebelle que nous allons expliciter dans cette partie qui lui est réservée. Le mythe prend corps aux alentours de la fin du 19e siècle, quand la région d'Ebda, dont j'ai parlé tout à l'heure, Safi, à l'époque d'un caïd, Issa ben Omar, qui est décrit comme un homme brutal, et toutes les tribus de Abda étaient soumises à ce caïd, à l'exception de la tribu de Ouled Zeyd. Pour mettre fin à cette résistance, Issa ben Omar entame une guerre dans le but d'exterminer systématiquement les rebelles. Seuls quelques membres de la tribu ont survécu et se sont exilés dans d'autres régions. Fille de la tribu de Ouled Zeyd, Kharboucha s'insurge contre l'autorité du Qaïd et dénonce par le chant les injustices commises contre les siens. On raconte que la poétesse de la tribu aurait incité les hommes à se battre en chantant des vers épiques. Ces chants auraient ainsi eu le pouvoir de réveiller l'immense ferveur et colère des guerriers de la tribu. C'est ce qui explique la férocité et la résistance acharnée des combattants d'Ouled Zeyd tout au long du conflit qu'a mené Issa ben Omar. Euh,
Alors, pour le contexte, j'essaie de traduire. Je dois aussi mentionner que ces paroles-là que vous voyez, c'est des paroles qui ont été reprises bien plus tard par un compositeur qui a imaginé cette scène de Kharboucha. Donc, on ne sait pas si c'est vraiment ces paroles à elle, mais comme c'est un art oral, il y a eu beaucoup d'interprétations et d'interventions qui ont fait que aujourd'hui, la chanson Kharboucha et l'Aïta Kharboucha, c'est deux choses distinctes. Et là, les paroles que vous voyez, c'est une création artistique pour un film qui a été nommé Kharboucha aussi. Donc, les paroles disent, Toi, Issa Ben Omar, assassin de tes frères, tu as emprisonné nos femmes et rendu orphelins nos enfants, sans pitié ni remords. Ô Caïd, déclare ton repentir. Dieu est grand et ne soutient pas les injustes. Moi, Kharboucha, Abdia, c'est-à-dire de la région d'Abda, je suis libre et j'ai la bénédiction de mes ancêtres. Peu m'importe si tu me tues, elle le tutoyait, ou tu me pardonnes. Je ne trahirai pas ma patrie, je suis Zaïdia, c'est-à-dire originaire de Ouled Zaïd. Nous sommes tes frères, la vie n'est pas éternelle, mais la haine reste. Nous t'avons donné chevaux et chameaux, puis nos hommes et notre argent. Allons à la maison de Sidi Issa, combattons-le par le fer aiguisé. Donc, on constate à travers ces extraits que la chanson constitue à la fois une condamnation du Caïd et un appel à la révolte populaire pour inciter son peuple à se révolter contre le Caïd. L'incarnation du peuple par une femme chanteuse et poétesse est un point très important car elle investit cette dernière d'un pouvoir politique incontestable. Une autre figure historique de la poétesse militante dans l'Aïta est celle de Niria. Niria, c'est un nom qui vient du feu, Nar, et selon le récit oral de la région de Beni Mellel, au début de la colonisation, Niria, de son vrai nom Barka Lebishia, fut une jeune femme brave qui montait à cheval et transportait un récipient rempli de henné. Elle suivait les résistants et les incitait à affronter l'armée coloniale française. Elle mettait l'eau de Hanné sur les personnes, sur ceux d'entre les hommes qui se trouvaient en retrait au premier rang, afin que la tribu sache qu'ils avaient abandonné leur position. De ce fait, les chevaliers ne pouvaient pas quitter leur position. Ils préféraient mourir au combat plutôt que de retourner teintés de henna. Je pense que vous savez de quoi je parle. C'est aujourd'hui, on l'utilise pour des décorations traditionnelles sur les mains de filles ou d'hommes aussi. Niria, qui a également donné son nom à à l'un des poèmes les plus connus de l'Aïta, est connu comme l'Aïta des Braves, Aïta Tchijane. J'en cite quelques lignes. Je traduis. Je commence au nom de Dieu. Donc, vous voyez que Dieu est près de l'évocation de Dieu, en tout cas, est toujours présente. Mes prières sont sur le prophète. Niria est sortie, elle parle d'elle-même, son sabre sous sa robe. Elle vous ordonne, serrez vos épées et soyez des vrais hommes. Est-ce que les pleurs calmeront les cœurs? Où sont les caïds et les notables? Mbarka bent Hammou est sortie, et parle toujours d'elle-même, son cafetan tacheté de sang. Elle vous dit que ceux qui cherchent le paradis, que ceux qui cherchent le paradis s'approchent, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas peur de mourir, et ceux qui préfèrent leurs enfants se retirent, ceux qui veulent rester en vie. Car ceux qui seront amputés resteront sur les champs de bataille et se lamentent en disant, Ô mère, qu'avons-nous fait pour subir ces atrocités? Je lève mes yeux au ciel et mon cœur s'apaise. Si aujourd'hui nous souffrons, demain nous nous réjouirons. Car la justice finit toujours par triompher. Les deux chansons, Niria et Kharboucha, qui comptent chacune plus de 150 vers, révèlent les violences de la colonisation et chantent les martyrs du peuple. Il s'agit de poèmes lyriques qui ne sont certes pas faciles à lire ou traduire et dont les mots en darija sont d'une acuité et d'une profondeur intraduisibles.
J'ai essayé de traduire le sens, mais la portée de ces vers ne se déploie que dans toute sa splendeur et sa tragédie qu'en dialecte marocain. Quoique l'authenticité des poèmes soit, on va dire, lost in translation, il n'en reste pas moins que le rôle de femme euh, qui, qui les porte est incontestable. En effet, Khadboucha et Niria ne sont qu'un exemple de l'émergence de la Sheikha en tant qu'oratrice populaire, car elle incarne la fonction de porte-parole de leur tribu. Il existe bel et bien d'autres figures de poétesses qui sont qui se sont intégrées dans la sphère sociale et politique de l'époque. La légende de ces femmes marque ainsi un passé glorieux où la chanteuse agit comme un révélateur du jeu politique et social. L'Aïta se caractérise alors par l'expression de la parole et de la pensée profonde du peuple dont la Sheikha se fait l'interprète privilégié. Dans son cœur, c'est tout un peuple qui vit et dans sa voix, c'est tout un peuple qui chante. Alors là, j'ai mis la traduction parce qu'on passe à un thème un peu plus léger, c'est l'amour. Donc de la militante à l'amante adulée, les poèmes de l'Aïta ont chanté la femme dans toutes ses incarnations. Il existe ainsi un répertoire considérable de poèmes élogieux célébrant la beauté de la femme. L'Aïta, étant un art bédouin par excellence, s'inspire de la nature pour décrire la femme. Les poètes sont souvent des paysans et des hommes de la terre euh, confère le statut élevé à la femme. Il en résulte de fabuleuses allégories et métaphores. L'un des exemples les plus parlants est l'Aïta de la gazelle qui commence comme suit. Ô chasseurs, n'avez-vous pas vu ma gazelle? Elle est passée dans la nuit sans qu'on ne la voie. La gazelle représente ici le symbole de la beauté dans l'environnement animalier de la forêt. Dans un autre couplet, nous trouvons le poète comparant les yeux de sa bien-aimée aux yeux d'une gazelle. Les yeux de gazelle ont préoccupé mon esprit. L'Aïta foisonne ainsi d'images allégoriques et de métaphores inspirées du milieu rural d'où elle émerge. En voici quelques exemples. La lune s'illumine, les étoiles du ciel disparaissent. القمرة ضوات غابوا نجوم الليل. دوك العيون يا سيدي كيف الزيتون يسرحوا المسجون. Deux yeux noirs comme deux olives. Mon Dieu, euh, ils ont le pouvoir de libérer un prisonnier. Ces yeux d'amande, elles passent devant moi tous les jours, chaque jour. Euh, Ses sourcils étendus, tel un palmier majestueux. الشعر كحل الغري غراب زايد العذاب. هي اللي خدودها وردة مفتحة في الجردة. Ses joues roses sont comme des fleurs écloses. شفايف حمراء بالعمان صبغة الرحمن. Les lèvres sont rouges, coquelicot, une teinte du bon Dieu miséricordieux. ولسان شهدة العسل بلا قريص النحل. La langue est un morceau de miel doux sans piqûre d'abeille. Et voilà, donc il y a plein de vers qui chantent la beauté d'une façon qui est inspirée de la nature. À travers ces vers, on remarque, oui aussi, je voulais mentionner les deux derniers. Euh, شوف البيضة إلا تسنحت كيف القالب يهرسوا مولاه وقدام جماعة يتعنى به. C'est magnifique comme vers parce que il y a l'image du cheval, il y a l'image de la femme et on compare la femme au cheval qui est dans toute sa gloire. Il lève la tête et il, il est... enfin, ça c'est la deuxième. Alors, je reprends. شوف البيضة إلا تسنحت كيف القالب يهرسوا مولاه وقدام جماعة يتعنى به. Regarde la blonde, quand elle lève la tête, tel un morceau de sucre cassé grandiosement devant la foule. Vous voyez l'image, c'est presque enfantin, voilà, c'est innocent et c'est beau. Et je pense que il y a une certaine complexité dans cette simplicité.
Et le deuxième dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est شوف السمرة إلا تسنحت كيف البرقي يسنحوا مولاه وقدام جماعة يتعنى به. Regarde la brune quand elle lève la tête tel un cheval dont le maître est fier. Donc, à travers ces vers, on remarque que la finesse des pieds de la femme est assimilée au pigeon, à l'élégance de sa démarche à une biche, le noir brillant de ses cheveux à un corbeau, le charme de ses formes à un poisson d'eau douce, sa fierté à un cheval, et ainsi de suite. La description dépasse le monde animal pour contenir également des comparaisons au nom de fleurs, au miel, au ciel étoilé, à la lune, à l'eau transparente, etc. Euh, voilà, il y a toute une partie aussi sur le tatouage euh, qui représente ce que l'homme voit et admire et donc peut appréhender dans l'immédiat du moment. Mais la volonté de percer le mystère féminin se concrétise dans le contact de l'homme avec la peau tatouée de la femme, ce qui alimente le rapport érotique entre le masculin et le féminin et donne naissance à des couplets de poèmes qui traduisent cette dynamique de séduction. Je vous fais passer les vers de l'Aïta. Les exemples évoquant la beauté de la femme se multiplient et malgré la simplicité apparente de l'énoncé de ces phrases, elles contiennent un fort pouvoir suggestif et une délicatesse romantique pleinement imprégnée de la nature. Il va sans dire que la femme fut toujours la muse de l'homme et le domaine de l'Aïta ne déroge pas à cette règle. Les poètes de l'Aïta ont chanté la beauté, ou comme on dit en darija, zin, dans toutes ses manifestations. Alors, je ne sais pas, il nous reste combien de temps? En tout cas, il y a une partie sur Ah, la trans. continuez, docteur. Ce que vous dites est tellement intéressant. Nous allons vous laisser aller jusqu'à la fin. Donc, Ok, on vous écoute. très bien. Oui. Ok, très bien. Alors, je passe à j'aimerais parler de la communauté de Shekhat aujourd'hui. En fait, de façon générale, l'Aïta est un art de communauté. Il est créé, composé et se joue en groupe. Les chansons de l'Aïta sont le plus souvent chantées pendant des soirées entre femmes où chacune improvise et chante des vers selon un thème donné. Cette créativité euh, collective aboutit à une première pièce de chanson, Haïta, qui sera épurée et retravaillée par la suite avec des instruments d'accompagnement. Dans la vidéo que j'ai euh, fait visualiser tout à l'heure, on a vu des femmes en caftan, des chérètes habillées en tenue traditionnelle et qui tiennent entre les mains un petit instrument qui s'appelle tarija. C'est celui-là. Il est fait de terre et de peau d'animal. Et si vous entendez, voilà, c'est comme ça qu'il garde le rythme des chansons. Alors, de ce mode de vie s'ensuit également des communautés des femmes qui existent à la marge de la société. Euh, Selon la légende, le terme même de l'Aïta viendrait de la région de Hasba, Asfi, Safi, à l'époque où les Caïds lançaient des expéditions pour enlever les filles à leur village. Quand les mères se mettaient à crier de rage et de désespoir, les gens du village se regroupaient autour d'elle par signe de solidarité pour partager sa peine et l'accompagner dans sa douleur. En l'entourant de leurs chants et de leurs pleurs, ils ritualisaient la douleur. Ainsi, le terme reste serait à l'origine le cri de désespoir d'une femme portée par sa communauté. Euh, La Haïta aujourd'hui est de retour sur les ondes avec le soutien de ses adeptes qui ont réussi à en faire un patrimoine musical marocain dominant. Elle est désormais au centre de l'attention
des intellectuels et des musicologues marocains et étrangers. Des émissions radiophoniques et télévisées qui sont dédiées et ils sont multipliées et visent à faire redécouvrir ces différents aspects et à essayer de tracer un nouveau chemin de l'Aïta. On voit ainsi émerger de nouveaux talents de recherche, des recherches académiques, des tentatives d'écriture, de réécriture de cet art oral afin de le préserver et assurer sa survie. Néanmoins, la question sur le sort des anciennes sheikhat demeure sans réponse. Euh, à présent que les chansons modernes envahissent notre monde, que deviennent ces femmes et les chants qu'elles ont bercés? À l'ère où le Maroc s'investit pour inscrire son art oral dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, saurons-nous entendre la voix, aujourd'hui frémie, de ces femmes? Répondrons-nous enfin à cet appel? Et je vous remercie. Nous vous remercions également, Dr Salma. Vous êtes resté largement dans le temps. Et voilà. Nous sommes à 43 minutes déjà. Et voilà, nous avons des questions. On va vous relancer certainement. Donc, vous avez terminé sur une note qui nous intéresse davantage, c'est-à-dire l'inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Mhm. Alors, sauf si ça nous a échappé, pourquoi est-ce qu'il y a la mise, ou tout au moins le dossier d'inscription est en cours? Est-ce que l'AITA fait partie de la liste au moins marocaine indicative du patrimoine immatériel? Oui, alors au Maroc, c'est le cas. Comme ça a été fait avec Gnawa, comme ça a été fait avec Melhoun plus récemment, je pense qu'il y a des comités qui travaillent plus sérieusement pour rendre cet art qui est rare, je pense que c'est unique au Maroc de le faire préserver et de le garder dans des instances internationales. Euh, je pense qu'il y a des efforts aujourd'hui. Il y a beaucoup de festivals, il y a beaucoup de manifestations culturelles, il y a beaucoup d'écoles qui apprennent cet art. Vu que c'est un art oral, on a commencé à voir des livres qui sortent des académies qui font des recherches. Je mentionne Hassan Nejmi qui a travaillé sur ça des- des- depuis longtemps. Hassan Bahraoui aussi. J'ai Alal Rekouk aussi, qui est une grande référence de l'Aïta. Plus récemment, il y a beaucoup de personnes étrangères qui s'intéressent à cet art. Comme on s'est intéressé à Gnawa à l'époque où c'était pas très connu, je pense que en tout cas, je suis très optimiste. Je pense qu'il y a un retour, il y a un retour retravaillé. Je pense que je m'éloigne un peu de l'essence de la question, mais c'est important aussi de dire que il y a une sorte de reprise de la parole, du chant, mais c'est à étudier, c'est un phénomène qui est émergent. Et je pense qu'il y a de la matière ici pour des recherches solides. D'accord. Merci beaucoup. Permettez-moi de faire un parallèle. Lorsque je vous écoute attentivement, est-ce que les chants de l'Aïta, je peux me tromper, ou un des chants de l'Aïta, peut-être vous n'en... Est-ce qu'ils ont eu à expliquer les épopées, puisqu'on en parle d'épopées, j'ai vu à un moment donné. Est-ce que ces Mhm. épopées, certains expliquent les origines du monde? Et après cette question, je Ah, vais y revenir sur une autre mais je préfère avoir d'abord votre réponse avant de pouvoir vous la relancer là-dessus. c'est très intéressant comme question. Je pense que vu les circonstances où l'art est né, c'était plus l'histoire de résistance, l'histoire de la colonisation. Entre-temps, bien sûr, il y a eu des histoires d'amour qu'on a chantées, mais je pense qu'on ne revient pas aussi loin pour parler des origines du monde. Mais je peux aussi vous dire que la femme, c'est l'origine du monde. Donc, si on chante la femme, on chante aussi ça en partie. Oui, je pose cette question parce que lorsqu'on vous écoute, vous voyez, nous sommes là dans ce qu'on pourrait appeler l'oralité ou la littérature orale, peu importe. Et du coup, lorsqu'on regarde bien les civilisations, certaines civilisations comme la civilisation espagnole, française, je sais pas, et la civilisation, je prends les trois cas, britannique, on se rend compte qu'à la base de chaque littérature, ils ont ce qu'ils ont appelé un chef-d'œuvre de la littérature. En Hmm. Grande-Bretagne, on parle de Beowulf, en France, on parle de la chanson de Roland, en Espagne, on parle de la canción del Mio Cid, et à chaque Hmm. fois, c'est des chants ou des poèmes de lutte.
quoi. On a un héros qui Oui. veut sauver son peuple et tout. Il est vrai, l'Aïta, ce n'est pas nécessairement le cas. Je crois plutôt c'est plutôt des chants de défense. Mais je faisais un peu cette bifurcation pour dire est-ce que l'Aïta pourrait être rendu au cas des chefs-d'œuvre de la littérature marocaine? Parce que récemment, lors d'une étude que nous avons effectuée sur l'Oumvède en Afrique centrale, on s'est rendu compte que l'Oumvède pourrait être considéré comme chef-d'œuvre de la littérature en Afrique. Dans Hmm. ces contextes-là, compte tenu, les caractéristiques sont presque les mêmes que les caractéristiques qu'on retrouvait dans la cantion des Myocytes, les caractéristiques qu'on Mhm. retrouvait dans la chanson de Roland ou de Beowulf. Et du coup, on se rend compte que finalement, la plupart des littératures ont des chefs-d'œuvre qui sont des épopées qui trahissent soit Hmm. les batailles des héros et tout. Est-ce que dans Light, on a un héros, figure majeure, ou une héroïne, figure majeure, ou on a des héroïnes ou des héros? Hmm. Euh, En fait, la question est très pertinente et je pense que l'art oral, les poèmes en soi, ils étaient là bien avant le chant. On parle du XIVe siècle quand ces chants ont vu le jour, plutôt les poèmes. Le chant, enfin, dans mes recherches, ce que j'ai pu trouver, c'est que ça a commencé vers les années 1920-30 avec la colonisation, avec les guerres, donc c'était réellement des chants enfin pas des chants de bataille, mais comme vous avez vu, il y a des femmes qui incitaient à la bravoure ou à la bataille. En même temps, il y a la haïta n'est pas un genre où il y a un seul genre musical. Je veux dire, par ça, il y a il y a beaucoup de thèmes qu'on traite. Il y a aussi beaucoup de genres, de sous-genres, si vous voulez, à l'Aïta. On parle des saints, on parle des hommes et femmes spirituels, on parle de leurs bénédictions, de leurs histoires, de où ils sont enterrés, des mausolées, voilà, ce côté spirituel est très, très présent. On parle aussi des gens qui ont donné, des martyrs, qui ont donné leur vie pour la patrie. La question si ça peut être le chef-d'œuvre qui est à l'origine du chant marocain, je trouve qu'il y a il y a beaucoup d'emprunts dans l'oralité marocaine. C'est-à-dire, tu peux entendre un verset dans l'Aïta qui est repris peut-être dans Melhoun, qui est repris dans Gnawa, qui est repris dans Chabi. Donc, forcément, il y a eu des échanges, il y a eu des influences. Mais la question, je pense que ça revient à l'oralité qui est le fondement de cette pratique. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Et on insiste sur le thème oralité. Nous sommes à Polyvocal Research Lab et l'un des axes majeurs de notre laboratoire, effectivement, c'est l'oralité et plus précisément son versant vocal. Alors, Hmm. est-ce qu'il y aurait des nuances dans la voix, dans le ton? Peut-être vous n'êtes pas spécialiste peut-être de la voix, de les aigus et tout ça, mais est-ce que vous pouvez nous en dire sur la voix dans le chant, dans l'aïta? Est-ce qu'il y a des silences? Est-ce que, voyez-vous, vous aviez, Oui. c'était en arabe et en berbère, si je ne me trompe pas, mais je me dis, vous comprenez aussi la langue de production, certainement. Est-ce que la voix quelle est l'importance ou la place de la voix dans Hmm. l'expression de l'Aïta? Très belle question, je vous en remercie. En fait, le principe de la haïta, c'est que c'est un cri. Donc, quand on fait ce cri, ça se, ça se voit que c'est quelque chose qui sort d'un endroit plus profond. Et j'aimerais vous partager un extrait, si vous me permettez. Nous vous le permettons, bien évidemment. C'est, là, je partage le son aussi. Alors, presque chaque haïta commence avec un soupir ou une sorte d'appel. Voilà, je vais essayer d'aller là où ça commence. Voilà. وضربت كبد الخيل والعينيك على الخيل يما دي روح زلزال
Là, c'est une figure emblématique de l'Aïta qui est Fatna Belt Hussein, qui est originaire de la région dont j'ai parlé. Et sa voix, elle est grave, elle contient les histoires qu'il raconte. Et vous voyez, il y a des élargissements du son, il y a des A et les O, etc. C'est là le, l'essence de l'Aïta. Il y a une autre voix qui est plus moderne, mais qui est plus aiguë. Et ça dépend aussi des thèmes. Donc, quand c'est plus joyeux, voilà, le rythme est plus accéléré. Quand c'est plus langoureux, il y a plus de gravité dans la voix. D'accord. آخر بالشام سودا كرة الحمراء أمسي بالكواني ويا حمد جيب الزين عذر بين Il y a il y a une métaphore qu'on utilise dans le chant de l'Aïta pour parler des voix et de la chanson, qui est celle du cheval dans la fantasia. Quand il commence lentement et qu'il s'apprête à faire son show, donc la musique est lente, il y a beaucoup de voix, il y a beaucoup voilà, de voix, comment la qualifier? C'est plus lent dans le temps. Vers la fin, ça ressemble à la course du cheval qui commence lentement et qui accélère. Vers la fin, il y a un rythme plus accéléré. Donc, le tableau de la Fantasia, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est aussi propre au Maroc et ça a été aussi inscrit comme patrimoine immatériel euh, à l'UNESCO. Mais voilà, c'est ce que je voulais souligner aussi. D'accord. Vous avez cette... الحدية يا الحبيدية يا السيدية Donc, vous voyez, j'espère que Oui, comparer c'est audible, on entend très bien. voilà. Donc, c'est ça un peu la comparaison. D'accord. Alors, je sais que même pendant 2 ans, on ne pourra pas, ou toute une journée, on ne pourra pas faire le tour. Mais Mm. vu qu'on a encore quelques minutes, ça nous permet de rebondir sur certaines questions. Vous avez insisté, vous avez parlé Mm. du aîné. Alors, et vous avez parlé de leur rapport avec les soldats. Est-ce que vous pourrez venir sur cette fonction du aîné durant ces batailles-là? Parce que le aîné aujourd'hui, si je ne me trompe pas, est plus utilisé dans le cadre de la beauté, de l'esthétique. C'est ça, Alors, exactement. comment cet outil a pu servir Oui. d'outil de bataille à une certaine époque? Alors, ce que la légende raconte à propos de cette figure féminine qui est Niria, c'est que elle se mettait à cheval, elle portait un récipient plein de henné et on sait tous que ça tâche, donc elle aspergeait, mettait ça, jetait ça sur les visages ou sur les parties de corps d'hommes qui n'étaient pas partis à la guerre. Donc, pour que quand ils reviennent, c'est comme une sorte de honte. C'est une marque pour dire que voilà, ils n'ont pas fait la fierté de la tribu en retournant parce qu'ils n'ont pas franchi l'ennemi. Donc c'était ça, peut-être son geste intuitif de femme qui utilise le henné tous les jours pour se décorer les mains, voilà, il y a différentes utilisations. Mais je pense que ça fait aussi partie de son génie de femme, mise dans des situations difficiles de guerre, qui dit que bah voilà, peut-être si je n'ai pas la force physique d'aller moi-même dans les champs de bataille, voilà ce que je pourrais faire.
Et encore une fois, c'est des légendes. On ne peut pas savoir à quel point c'est vrai. Mais c'est ça aussi la beauté d'une légende, c'est que ça donne une histoire mythique et époustouflante, à mon avis. D'accord, d'accord. Donc, j'avais cru, donc, elle a utilisé et les hommes pour jeter comme de la honte sur des hommes qui refusaient d'aller combattre pour le peuple. C'est ça. Ah, d'accord. Voilà. Alors, cher docteur Salma, nous tirons déjà vers la fin. Effectivement, c'était un honneur pour Livre Car Research Lab de vous accueillir. Ça a été un plaisir pour nous d'échanger. Et comme le laboratoire, c'est comme une source qui recueille ce genre de données pour en fait mettre sur la place publique et notamment sur notre page YouTube. Donc, ceux qui n'ont pas pu assister en direct pourront se diriger vers là et écouter cette conférence qui est d'une importance capitale. Peut-être on vous accueille pour traiter un autre aspect un peu plus spécifique de l'AITA. J'espère. Voilà. Oui, je Non, sais. là, vous y arrivez, c'est bon. Ah oui, donc Oui. j'ai pu, après avoir écouté, vous voyez que j'ai appris à la bonne école, je vous ai écouté attentivement et cela m'a permis de pouvoir le prononcer mieux. J'espère, peut-être pas encore parfaitement, mais très bien. Est-ce que vous avez Ça un va. dernier mot avant que nous ne mettions fin à Euh, cette conférence? En fait, je voulais vous remercier parce que, comme on disait tout à l'heure avant le début, c'est que c'était une surprise pour moi de recevoir le mail, de dire, voilà, on vous invite parce que je pense que les premiers échanges ont eu lieu en 2023. Mais j'ai vraiment, je suis très honorée de pouvoir faire votre connaissance et faire partie de enfin, être présente aujourd'hui parmi vous. J'espère que ça donnera lieu à beaucoup d'autres collaborations. Certes, moi, j'aimerais bien pouvoir assister aux conférences d'autres collègues, artistes ou autres. J'espère que c'est que le début de cette aventure. Nous espérons, ce n'est que le début, bien évidemment. On dit qu'il n'y a que des hommes qui ne se rencontrent pas. Et au-delà de ça, je dirais que les chercheurs, eux, ils doivent se rencontrer, ils doivent se retrouver. Et donc, on a des sujets d'intérêt commun. Ça a été le fait il y a quelques mois, ça a été d'autres sujets qu'on retrouve sur notre page. Et voilà, avec le docteur Gino Sitson, qui est lui-même musicologue, on essaie autant que faire se peut de valoriser toute cette richesse culturelle oratoire, orale qui viennent de l'Afrique principalement. Et donc, c'est un honneur. Le Maroc fait partie de l'Afrique. C'est l'Afrique septentrionale. Et c'est un plaisir pour nous vraiment d'accueillir, de vous accueillir, docteur Salma. Quoi qu'il y Et ait eu certaines histoires du foot, mais on va pas parler de ça. ah, d'accord, rassurez-vous, on ne parlera pas du foot, sauf si parmi les supportrices il y en avait des chanteuses de live. Et donc, du coup, je ne sais pas si c'est fut le cas, mais on ne va pas parler du foot. Ah, il y en a qui en parlent déjà assez. Nous, à Polyvocat Recherche de l'App, nous nous Voilà. intéressons davantage à d'autres choses. Donc voilà, on ferme C'est cette pas... page, ce chapitre. Voilà, là, je perds les mots quand il s'agit de vous. Non, Non. je plaisante, mais en tout cas, ce fut un très grand plaisir pour moi et dans l'espoir de pouvoir vous rencontrer et de collaborer davantage avec vous sur Et d'autres projets. en tout cas, c'est un plaisir partagé. Alors, l'enregistrement, je cherche à comment le suspendre.